Les voix. Les voix de la mobilité. Le podcast de Keolis. La santé mentale, déclarée grande cause nationale par le gouvernement en 2025, nous concerne toutes et tous. Chaque année, une personne sur 5 est touchée par une pathologie psychiatrique, 2 Français sur 3 connaissent des périodes de stress intense ou d'anxiété, un tiers a déjà vécu un burn-out et un quart reconnaît s'être senti parfois tellement en colère qu'il pouvait en devenir violent. Pourtant, la santé mentale reste encore un sujet tabou pour une majorité de Français. Alors comment mieux la prendre en compte dans notre vie quotidienne ? Transport, trajet, rythme urbain, quel impact la mobilité, un angle mort longtemps ignoré par la recherche scientifique en France, a sur notre équilibre mental ? Enfin, et c'est peut-être le plus important, quelles solutions concrètes pouvons-nous mettre en place pour diminuer l'influence des transports sur notre équilibre psychologique ? L'Institut Theram vient de sortir une grande enquête sur le sujet intitulée « Mobilité, la santé mentale à l'épreuve des transports ». Pour en parler et nous éclairer, 2 invités, Anne-Lise Avril, directrice générale France Grand Réseau Urbain du groupe Keolis, et Angèle Malatre-Lansac, déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale. Les voix de la mobilité. Angèle Malatre-Lansac, je me tourne vers vous pour commencer. Vous êtes la co-auteure de cette étude « Mobilité, la santé mentale à l'épreuve des transports », une première en France qui semble très utile pour faire le lien entre bien-être psychique et mode de déplacement. C'est la première fois qu'on documente en France ce sujet-là, et c'est-à-dire qu'on arrive à faire le lien entre la question des mobilités et la question de la santé mentale. Parce qu'on a trop souvent tendance à penser les mobilités de façon très fonctionnelle, comme effectivement juste le déplacement, et ses impacts sur la santé, et notamment sur la santé mentale, ne sont souvent pas perçus, et donc ça c'est vraiment l'originalité de l'étude. Et de la même façon, du côté de la santé mentale, elle dépend évidemment de notre patrimoine génétique, de nos conditions sociales et aussi de l'environnement, du cadre de vie, des transports. Tout ça joue, c'est très multifactoriel. Et donc je trouve que c'est vraiment très original, et ça manquait très clairement en France. Alors, selon les recherches que vous avez menées, est-ce que les transports sont un problème pour la santé mentale ? Non, la mobilité c'est très favorable, et c'est effectivement un droit absolument essentiel. Et un des facteurs clés de la santé mentale, c'est le lien social. Et sans transport, pour avoir du lien social, c'est plus compliqué, notamment quand on est en milieu rural, mais aussi en milieu urbain. Donc pouvoir se déplacer, avoir les bonnes infrastructures, tout ça participe de façon très très forte à la bonne santé mentale. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on travaille ces infrastructures pour que justement elles ne soient pas source de fatigue, d'anxiété, voire de colère. Donc c'est là-dessus qu'on peut effectivement travailler, mais point de vigilance vraiment à pas associer transport et mauvaise santé mentale. Je pense que c'est vraiment pas l'idée qu'on avait derrière l'étude, et c'est pas ce qui se dégage d'ailleurs de l'étude. Anne-Lise Avril ? Oui, nous aussi on se retrouve dans cette affirmation très positive de la mobilité. Nous on le considère comme le droit des droits. Le droit de se déplacer, c'est ensuite le droit à l'enseignement, le droit aux soins, comme Angèle l'a très bien dit. Et on a été très heureux de s'associer à cette étude. Alors, on s'est un peu jeté à l'eau parce qu'on ne savait pas quels résultats on allait obtenir, on allait observer. Forcément, on le voit, il y a des points de stress, des points d'anxiété qui remontent de par les voyageurs. Mais c'est important pour nous de se confronter à cette réalité-là, de manière ensuite à pouvoir agir en toute lucidité et en ayant conscience des points sur lesquels il faut travailler. Que les trains soient à l'heure. Il y a pas mal de travaux en ce moment et des fois c'est mal indiqué, on va dire. Les lignes fermées, etc., les redirections, c'est en général assez compliqué. Ah, la voiture c'est compliqué. Là je prends même plus de voiture. Quand je prends la voiture, j'ai mis des heures pour rentrer chez moi les soirs. Pourtant, Angèle Malatre-Lansac, dans cette étude, il y a un chiffre qui m'a interpellée. Pour près de la moitié des Français, 40% souffrant de troubles psychiques, les transports en sont en partie la cause. Comme vous l'avez dit, ce chiffre très impressionnant qui ressort de l'étude est quand même très très fort. Et puis on a aussi de façon un peu globale dans l'étude ce chiffre qui ressort d'un tiers des personnes actives et des étudiants qui vont dire que les transports sont une source d'usure de leur santé et une source de fatigue. Donc là, il y a vraiment un enjeu intéressant d'aller regarder comment est-ce que ces temps de transport peuvent affecter la santé mentale. Il y a une différence de perception, Anne-Lise Avril, entre le milieu urbain et le milieu rural ? C'est vrai que les habitants des zones rurales ou des zones moins denses ont cette dépendance à la voiture qui est relativement contraignante et qui peut effectivement être source d'inconfort ou de stress. Chez les urbains, en revanche, on a vu qu'il y avait cette palette plus diversifiée d'offres de transport en commun ou d'alternatives à la voiture, mais qui peuvent parfois aussi être source soit de fatigue, soit de stress. Je pense notamment à l'affluence à bord, à l'hyperpointe notamment, et puis des sujets qui peuvent survenir lorsqu'on est en situation perturbée, c'est-à-dire lorsqu'il y a un aléa et que la fiabilité du trajet ou du déplacement est remise en question. Angèle Malatre-Lansac ? Ceci dit, la voiture aussi, parce que c'est coûteux, parce qu'il y a aussi des incertitudes,
d'incertitude en termes de trafic, à quelle heure je vais arriver, est-ce que je vais réussir à me garer. Tout ça, ça peut aussi générer de l'anxiété. Donc vous voyez, chaque mode de transport va venir avec avantages, inconvénients, et donc il faut travailler cette dimension-là quand on pense aussi à la politique des transports et des infrastructures, cette dimension de santé et de santé notamment mentale quand on va réfléchir à ça. Il y a aussi une source d'angoisse mise en avant dans cette étude. Elle concerne plus particulièrement les femmes. C'est le sentiment d'insécurité. Annelise Avril, c'est un point très important pour le groupe Keolis. Oui, l'étude nous montre que plus de la moitié des femmes de moins de 35 ans se sentent en insécurité dans les transports en commun à un moment donné. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alors, il y a des dispositifs que l'on a d'ores et déjà activés. Par exemple, sur la majorité des réseaux, après 22 heures, vous avez la possibilité de descendre à la demande entre 2 arrêts, de façon à pouvoir ensuite raccourcir votre trajet jusqu'à votre destination en marchant. Vous avez aussi des dispositifs comme Demander Angela, que l'on accepte aussi dans nos systèmes de transport en commun, où une voyageuse ou un voyageur d'ailleurs, qui se sent harcelé ou en situation d'insécurité, peut venir demander Angela, comme on dit. Nos conducteurs, nos agents qui sont en contact avec le public ont été formés et font partie de ce réseau pour prendre en charge les personnes qui se sentiraient harcelées ou menacées dans les transports en commun ou aux arrêts. Et puis, on a des systèmes très spécifiques, comme à Orléans par exemple, où on a dans l'application mobile un bouton SOS qui est disponible sur tous les menus, de manière à pouvoir activer et demander qu'une équipe d'intervention puisse venir vous aider, ou à froid pour pouvoir repérer un endroit qui serait perçu comme anxiogène, de manière à avoir une cartographie sur le réseau des lieux sur lesquels il faut que l'on travaille sur la luminosité, la propreté, de façon à pouvoir renforcer le sentiment de sécurité sur ces lieux. Dernier point, et il est important aussi, c'est de travailler avec nos voyageuses. On fait des marches exploratoires sur beaucoup de réseaux avec des ambassadrices, de manière à ce qu'elles puissent nous dire quels sont les lieux qu'elles perçoivent comme anxiogènes, de manière à pouvoir agir dessus également. Annelise Avril, il y a aussi une source, alors peut-être surprenante, de mal-être quand on parle de transport en commun, ce sont les correspondances. En effet, la correspondance est les sources d'incertitude. On ne sait pas en fait quel va être le temps d'attente, comment on va rejoindre telle ligne de bus ou peut-être telle station de vélo en libre service. Et donc on a des voyageurs qui développent des stratégies d'évitement. On sait qu'il y a 2/3 des personnes qui préfèrent faire un trajet un peu plus long, jusqu'à 10 minutes, tant qu'il est direct, plutôt que de faire un trajet plus court avec une correspondance. Notre rôle, évidemment, c'est de simplifier et de rassurer. Ça passe beaucoup par de l'information, bien sûr, au moment où on prépare son trajet, et de l'information en temps réel aussi, pendant le trajet, et ça concerne tous les modes. Je prends l'exemple de Besançon. Sur la ligne de tram qui dessert la gare, vous avez des écrans à bord qui diffusent l'heure de départ des prochains TER, et même la plateforme sur laquelle il faudra se placer pour les prendre. Donc quand on est à bord du tram, on sait d'ores et déjà combien de temps on a devant soi et où est-ce qu'il faudra se rendre pour prendre son TER, ce qui est vraiment en fait un facteur de réassurance. Et puis il y a l'aléa que je qualifierais de programmé, par exemple des travaux sur un réseau de transport. Ça a été le cas récemment à Nancy, pendant de longs mois, les travaux pour installer le trolley. Les anciens arrêts de tram étaient du coup en travaux. On avait des arrêts de substitution de bus qui avaient été mis en place et on avait mis des QR codes qui donnaient accès à une application de guidage pas à pas pour les piétons pour se rendre à l'arrêt de bus de substitution avec des images en réalité augmentée. Donc on prenait un peu les voyageurs par la main et on les guidait pas à pas jusqu'à l'arrêt de bus de façon très visuelle et très didactique. Et je pense que c'est le type de dispositif qu'il faut qu'on généralise. Angèle Malatre-Lansac. Ce qui est très important à voir sur la santé mentale, c'est la question de l'incertitude, le fait de ne pas savoir. Et donc effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Le fait d'afficher, de donner de l'information claire, lisible, de pouvoir anticiper les choses, ça va énormément rassurer. Le fait que ça se soit chamboulé, ça peut avoir un effet très fort, très stressant et même aller générer une forme de violence, d'agressivité. Donc il faut effectivement bien travailler sur cette question de l'information, la certitude. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on voit très bien que c'est très apprécié, ça fait baisser le niveau d'anxiété et ça rend aussi un petit peu plus de bien-être dans ces temps de transport. Ce que j'aime, prioritairement, je vais à pied ou le bus. 10 minutes, mais à pied. Enfin, je suis à un arrêt de métro. L'interéchange entre les transports, c'est surtout les piétons qui sont à préserver en priorité. C'est vraiment quelque chose que l'on souhaite encourager et faciliter en tant qu'opérateur de transport en commun. Je dis qu'on est aussi opérateur de marche à pied quelque part. Annelise Avril. Notamment dans les applications que l'on met à disposition des voyageurs pour calculer leur itinéraire ou préparer leur voyage. On s'attache à donner davantage d'informations sur la marchabilité des trajets, notamment pour les personnes qui peuvent avoir des besoins particuliers. Je pense aux mamans avec des poussettes par exemple, ou des personnes qui ont des bagages, ou des personnes qui se déplacent avec un fauteuil roulant. C'est important de connaître l'encombrement des trottoirs, la déclivité, est-ce qu'il y a des pavés
avait ou est-ce qu'il n'y en a pas. Et donc, on travaille avec des partenaires pour apporter ce genre d'informations dans nos calculateurs d'itinéraire, de façon à ce que chacun puisse préparer son itinéraire de marche. On peut chacun agir pour mieux vivre notre trajet en se renseignant en avance ou en regardant les informations qui nous sont données. Ce qui est très important aussi pour les conducteurs, puisque dans une étude Open Lab proposée par Keolis sur leur charge mentale, on voit que pour 46% d'entre eux, leur état de fatigue est principalement lié, Anne-Lise Avril, au comportement des passagers. Alors effectivement, dans une logique de symétrie des attentions, on s'attache à comprendre quel est le ressenti et le comportement de nos collaborateurs et on a mené une étude sur la charge mentale des conducteurs. On s'est en effet rendu compte qu'ils étaient soumis à une charge mentale importante pour 3 facteurs. Le premier, c'est purement la conduite, bien sûr. Ensuite, ce sont les interactions avec l'extérieur et elles sont nombreuses puisqu'on voit que les voiries sont de plus en plus partagées. Et puis, le troisième facteur, c'est les interactions avec les passagers et les voyageurs qui sont parfois perçues comme stressantes parce qu'il peut y avoir un certain nombre d'incivilités ou de comportements inappropriés. Alors, par rapport à ça, on a différents types d'actions. Le premier, c'est faire des campagnes déjà de sensibilisation, donc de la prévention, de la formation pour nos conducteurs aussi. Un point qui ressort également lorsqu'on interroge nos conducteurs, qui est pour eux en fait un facteur de stress ou d'appréhension, c'est le rythme de travail. Nous avons une expérimentation notamment à Dijon sur ce qu'on appelle des plannings personnalisés. Donc nos conducteurs sont interrogés sur leurs préférences individuelles. Souhaitent-ils travailler ce jour-là tôt le matin ou plutôt au milieu de journée ou tard le soir? Sont-ils disponibles pour travailler tel week-end ou tel autre? Ensuite, les algorithmes vont calculer automatiquement quel est le planning idéal, en tenant compte bien sûr des besoins de l'exploitation, mais aussi des souhaits personnels de chacun. Et aujourd'hui, on arrive à satisfaire à peu près 85% des choix personnels des conducteurs. Donc c'est un bon outil pour arriver à lever ce facteur de stress dans le quotidien de nos conducteurs. Pour conclure, on a abordé plusieurs actions menées par Keolis directement pour améliorer les conditions de trajet des voyageurs, mais au niveau des décideurs, donc les municipalités, les métropoles, voire l'État. Anne-Lise Avril, comment on encourage la prise en compte de la santé mentale dans les politiques publiques de transport? On a vu dans les facteurs de stress, d'anxiété, d'inconfort, de fatigue, qu'il y avait d'abord le problème des alternatives à la voiture qui sont peu nombreuses dans les zones peu denses et dans les zones rurales. Donc je pense que les politiques publiques pourraient concentrer davantage d'efforts et d'investissements au développement de l'offre, notamment dans les zones périphériques et dans les zones moins denses. Le transport à la demande, c'est quelque chose qui marche très bien et qui a un grand succès. Dans la périphérie d'Orléans, par exemple, il y a 400 000 voyages qui sont réalisés chaque année avec ce service. Donc pouvoir généraliser ces dispositifs-là, ça me semble vraiment très important pour offrir des alternatives en zone moins dense. La deuxième priorité, ce serait de rassurer, de simplifier les alternatives à la voiture, cette fois-ci dans les villes, où on a parfois des conflits entre les différents modes de déplacement. Donc avoir des voies qui soient dédiées, qui soient sécurisées, pour les transports en commun notamment, pour leur donner un bonus temps par rapport à la voiture, avoir des itinéraires sécurisés pour les vélos, pour les piétons, c'est vraiment quelque chose qui serait un facteur, me semble-t-il, de réassurance, de façon à avoir des trajets qui soient apaisés, qui soient sereins, qui soient simples et qui soient fluides dans les villes. Angèle Malattre-Lansac ? Peut-être pour compléter ça, on est vraiment aujourd'hui dans une société, depuis la crise sanitaire, on l'a bien vu, où on a une très forte dégradation de la santé mentale. Donc on est vraiment dans une situation où il est nécessaire d'agir. Ce sujet-là de la santé mentale, comme le recommande l'OMS, il doit être pris dans l'ensemble des politiques publiques. C'est pas juste une question sanitaire. Et effectivement, les transports, on le voit dans cette étude et on l'a vu aujourd'hui, ont un impact extrêmement fort sur ce sujet-là et on n'y pense pas forcément, c'est pas très intuitif. Et en réalité, tout ça est très lié. Donc chacun a un rôle à jouer et on voit que les pays qui arrivent à avancer sur ce sujet-là sont les pays qui effectivement ont fait rentrer le sujet de la santé mentale dans les réflexions sur les infrastructures, sur le logement, sur le marché de l'emploi, etc. Et je trouve ça très intéressant justement qu'on puisse croiser les regards de mondes qui se parlent pas forcément, celui des transports, celui de la santé. Et bien aujourd'hui, voilà, ça permet aussi d'échanger, de voir très concrètement ce que ça veut dire que travailler la santé mentale dans les transports. Merci beaucoup Angèle Malattre-Lansac et Anne-Lise Avril. Prendre les transports en commun ou sa voiture et rencontrer des problèmes quand le trajet se complique n'a rien, vous l'avez compris, d'une fatalité. La première étude française menée avec l'Institut Terram, Mobilité, la santé mentale à l'épreuve des transports, le montre clairement, des solutions existent à tous les niveaux pour replacer le bien-être au cœur du quotidien. Si chacun de nous peut déjà agir par ses choix et ses comportements, les opérateurs de transport travaillent eux aussi à améliorer nos conditions de voyage. Mais ce mouvement ne pourra vraiment s'amplifier qu'avec un engagement fort des politiques publiques afin que la santé mentale, grande cause nationale de 2025, devienne durablement une priorité collective. Les voix de la mobilité. Le podcast de Keolis.